Bonjour, le cours d'aujourd'hui intitulé La matière et sa transformation. On va présenter la première partie de ce cours. Les objectifs d'enseignement-apprentissage cités sur le curriculum pédagogique du cycle primaire. Les apprenants doivent savoir les trois états physiques de la matière, de savoir les caractéristiques des trois états physiques d'une substance, aussi de déduire le rôle de la chaleur lors d'une transformation physique, de découvrir le concept de la combustion et aussi de découvrir le produit de la combustion du carbone dans le dioxygène et aussi la combustion du gaz butane, d'exprimer par écrit la combustion des matières dans l'air, c'est-à-dire dans le dioxygène, de faire distinguer entre une combustion complète et une combustion incomplète en présentant l'exemple de la combustion du gaz butane et aussi de reconnaître la structure de la matière en utilisant ce qu'on appelle le modèle moléculaire, ça veut dire de savoir ou bien de décrire la distribution des particules selon l'état physique de la matière. À cet effet, nous adoptons le plan suivant. On va définir la matière et de ses composants, définir aussi les trois états physiques de la matière et leur modélisation, de savoir quelques propriétés des états physiques de la matière et leur transformation d'un état physique à un autre, d'exprimer par écrit la réaction de la combustion des matières dans l'air, en présentant bien sûr et d'écrire quelques exemples de la combustion, à savoir la combustion du charbon et aussi la combustion complète et incomplète du gaz butane. Et aussi de savoir bien sûr les principaux produits de ces réactions de la combustion. Alors la matière est toute chose qui a une masse et occupe un espace V dans le vide. Bien sûr, il existe sous sa forme naturelle dans les trois états physiques que vous avez connus, l'état solide, liquide et gazeux, et bien sûr il y a un quatrième état, c'est de plasma, comme nous avons vu pour la composition des étoiles dans le cours de l'astronomie. Alors, la matière peut être transformée d'un état physique à un autre et il est composé d'un ensemble d'atomes qui sont les éléments de base de l'univers. La matière est caractérisée par certaines propriétés physiques que nous allons bien sûr voir et aussi des propriétés chimiques qu'on va décrire quelques-unes et aussi quelques propriétés biologiques. Ces propriétés, ou bien la matière d'une manière générale, peut être utile comme les matières alimentaires ou bien nocives ou toxiques comme les toxines. Elle peut être visible à l'œil nu ou invisible. Elle ne peut pas
être vu qu'après son traitement ou bien sa réaction avec d'autres substances, comme bien sûr la détection du dioxyde de carbone par la chaux. Commençons par la composition de la matière. Comme nous avons déjà dit, la matière est constituée de petites particules appelées atomes qui à son tour constituent des noyaux entourés par des électrons. Le noyau est constitué de petites particules appelées nucléons qui sont bien sûr les neutrons de charge neutre et qui ont une masse de l'ordre de 10 à la puissance moins 27 kg. Aussi, les protons qui sont chargés positivement avec une charge plus E et bien sûr qui a une masse à peu près égale à la masse du neutron. Bien sûr, ces nucléons rassemblés pour donner le noyau qui est entouré par des électrons qui sont bien sûr des particules chargées négativement avec une charge moins E et qui ont une masse trop petite, environ 1000 fois que bien sûr la masse du neutron et du proton. Alors, bien sûr, l'assemblage de ces éléments donne bien sûr l'atome qui, bien sûr, à l'état isolé, n'est pas chargé ou bien électriquement neutre. Je parle de l'état isolé. Bien sûr, l'assemblage des atomes donne ce qu'on appelle des molécules qui sont bien sûr stables et électriquement neutres. La molécule, d'une manière générale, est constituée d'au moins de deux atomes ou plusieurs atomes comme la molécule ADN. Et lorsque ces molécules d'une espèce sont semblables ou similaires, on dit que le corps est pur. Alors voilà un exemple concernant la matière de l'eau. Il est bien sûr se former des molécules d'eau qui est représentée dans la photo au milieu de ce qu'on appelle le modèle éclaté, dont les ballons rouges représentent l'atome d'oxygène et celle bien sûr en blanc ou bien blanche représente l'atome de l'hydrogène. Bien sûr, on peut représenter soit sur le modèle éclaté comme il est dans la photo au milieu, ou bien la forme compacte comme il est montré sur la photo à droite. Comme vous voyez, il n'y a pas de présentation du tige qui représente les liaisons. Alors la matière, d'une manière générale, se compose de molécules. Ces molécules aussi se composent des atomes qui sont bien sûr constitués d'un noyau qui se compose des nucléons, à savoir les neutrons et les protons, entourés par des électrons, comme il est montré bien sûr sur la diapositive. Passons maintenant aux trois états physiques de la matière. Nous commençons par la substance solide, qui constitue d'un seul groupe cohésif, a une forme et une masse définies, qui peuvent être saisies par les doigts ou avec les doigts, et bien sûr, ces solides ne peuvent pas changer sa forme spontanément, c'est-à-dire elle peut être changée
lorsqu'on applique une force. Alors, les solides, d'une manière générale, ils gardent sa forme et on peut dire qu'ils ont une forme définie. La matière solide est divisée en deux parties. On a ce qu'on appelle les solides compacts, comme des pierres, une tasse, un morceau de sucre, une règle, et aussi ce qu'on appelle les solides non compacts, comme le sable, le ciment, le sucre en poudre, la farine, etc. Bien sûr, nous commençons par les solides compacts. Un solide compact a les caractéristiques suivantes. Alors, comme vous voyez dans les photos, ces solides peuvent être tenus entre les doigts. Ils se composent d'un groupe compact, ça veut dire que les particules sont bien liées entre elles. Il a une forme définie, comme il est montré dans les photos. Alors la balle garde sa forme lorsqu'on met dans un récipient. La même chose pour des morceaux de sucre. Aussi, il a un volume défini et il conserve sa forme, comme vous voyez bien sûr sur la photo, lorsqu'on met une balle dans un récipient de forme quelconque, alors la balle garde sa forme. Contrairement, bien sûr, aux solides qui non compacts, comme le sable, comme vous voyez dans les photos, alors aussi ils peuvent être tenus entre les doigts. Comme vous savez, bien sûr, elles sont constituées de plusieurs parties de petites dimensions ou tailles, qui sont bien sûr les grains. Elle n'a pas de forme définie, comme vous voyez bien sûr sur les photos, car elle prend la forme des récipients dans lesquels il est placé. Comme bien sûr sur la photo en bas, comme vous voyez, elle prend bien sûr la forme des récipients qui le contient. Et aussi la surface libre, ni plane ni horizontale. Comme vous voyez bien sûr, la surface qui est en contact avec l'air n'est pas plane et aussi n'est pas horizontale. Passons maintenant à l'autre état, c'est l'état liquide, dont les particules de cette substance à l'état liquide sont moyennement liées entre elles. Cela fait en sorte qu'elles sont rapprochées les uns des autres, mais qu'elles sont peu ordonnées, contrairement bien sûr à l'état solide qui est bien sûr ordonné. Alors, les liquides ont les propriétés suivantes. Contrairement à l'état solide, il ne peut pas être tenu avec les doigts. Aussi, il n'a pas une forme définie comme l'état solide non compact. Bien sûr, cela indique qu'il a la tendance de prendre la forme de son contenant, c'est-à-dire il prend la forme des récipients qui le contiennent. Aussi, comme vous voyez sur les trois récipients, que la surface libre pour un liquide à l'état statique est plane et horizontale, contrairement à l'état solide non compact. Et bien sûr, si le liquide n'est pas placé dans un récipient, il coule, c'est-à-dire yajri ou yasri. On dit bien sûr que c'est un fluide.
Alors, les fluides, bien sûr, aussi on peut citer les liquides et aussi l'autre état qu'on va présenter tout de suite. Passons maintenant aux caractéristiques d'une substance gazeuse, comme bien sûr la fumée, qu'on voit sur la photo, ou bien sûr un gaz, ou bien comme le CO2 dans l'eau gazeuse, qu'on peut la récupérer en utilisant le montage présenté, c'est contre. Alors, bien sûr, qui est muni d'un type à dégagement, qui est mis dans un tube à essai, et bien sûr, comme vous voyez, il y a l'apparition du bulle représente l'état gazeux, qu'il s'agit bien sûr de CO2. Alors, ces gaz n'a pas de forme définie, il se propage rapidement et occupe tout l'espace dont il dispose, et d'une manière générale, un gaz a les propriétés suivantes. Il ne peut pas être tenu avec les doigts, aussi n'a pas de forme définie, et occupe tout l'espace dans lequel il se trouve, et aussi comme le liquide, il se caractérise par un écoulement rapide, et on l'appelle aussi un fluide, c'est comme l'état liquide. Voilà, ce sont les principales caractéristiques d'une substance gazeuse. Passons maintenant à la représentation de la matière en utilisant ce qu'on appelle le modèle moléculaire ou bien modèle particulaire. Nous avons vu bien sûr que la matière est constituée de très petites particules indivisibles et non visibles à l'œil nu, bien sûr que ce sont des atomes. Alors ces atomes ou bien ces particules sont représentés selon un modèle appelé modèle moléculaire dans une forme géométrique sphérique, c'est-à-dire sous forme de sphère, ou bien autre forme géométrique comme bien sûr des carrés ou bien des triangles, etc., à condition à bien sûr respecter la taille et la forme de chaque substance. Ce modèle simplifié et utilisé bien sûr pour expliquer les états physiques de la matière. Ces particules sont bien sûr compactes ou bien elles sont séparées, soit proches ou éloignées, bien sûr selon l'état physique de la matière, qu'on verra bien sûr présenté par la suite. Alors comme vous voyez bien sûr, pour le modèle particulier de l'état solide, alors elle est représentée par des sphères, comme vous voyez, qui sont bien sûr ordonnées, compactes et adhérents. Alors le solide, dans ce cas, conserve sa consistance, c'est-à-dire sa compacité et sa forme. C'est pour cela que nous avons déjà dit qu'il garde sa forme, bien sûr, en absence des forces appliquées. Comme conclusion, alors les particules de la matière solide sont ordonnées, compactes, et ils s'attirent fortement et ne bougent pas. C'est pour cela qu'elles gardent bien sûr sa forme et sa consistance. Contrairement à l'état liquide, comme vous voyez, que dans ce cas, les sphères sont désordonnées
et ne collent pas entre elles, alors le liquide est donc instable et les sphères glissent les uns sur les autres grâce bien sûr à la présence d'espacement entre elles. En conclusion, pour les liquides, les particules d'un liquide s'attirent les uns avec les autres et ils se déplacent en glissant les uns sur les autres pour former un groupe désordonné. Comme vous voyez bien sûr sur la photo à droite, le liquide bien sûr coule. C'est pour cela, comme nous avons déjà dit, que c'est un fluide. Pour l'état gazeux, alors comme vous voyez dans ce cas, il y a beaucoup d'espace entre les sphères ou bien les particules qui se dispersent lors de son déplacement, car chacun de ces sphères est indépendant les uns des autres et ils entrent en collision entre elles et avec les parois des récipients. En conclusion, comme vous voyez bien sûr sur la photo, que les particules de matière à l'état gazeux sont éloignées les uns des autres et ils sont déplacés très rapides dans toutes les directions, c'est-à-dire les trois directions, et entrent en collision les uns avec les autres et ils remplissent tout le volume disponible et aussi les gaz sont compressibles, c'est-à-dire قابلي للضغط, en raison bien sûr des espaces qui existent entre elles. Comme vous voyez bien sûr sur les deux photos, il y a la collision entre les sphères et la présence bien sûr des espaces entre les particules ont donné la propriété de compression d'un gaz, bien sûr, comme nous avons déjà vu pour le déplacement, bien la propagation d'une onde acoustique. C'est grâce à la compression de l'air. Passons maintenant à la détermination des propriétés physiques de la matière. Alors, la plupart des substances connues possèdent des propriétés physiques et chimiques différentes, c'est-à-dire chaque substance se caractérise par ses propriétés physiques et chimiques. Ces propriétés physiques de la matière, comme la conductivité de l'électricité, la conduction de la chaleur, de la température, sont des propriétés physiques qui peuvent être mesurées grâce à des appareils de mesure, comme vous voyez sur la photo, comme un thermomètre pour mesurer la température, des règles ou d'autres, bien sûr, pour mesurer la longueur, une balance pour mesurer la masse, ou bien un voltmètre ou bien un ampèremètre pour mesurer soit l'intensité ou bien la tension comme nous avons déjà vu dans le cours de l'électricité. Ou soit par observation en menant des expériences spécifiques, comme nous avons déjà vu bien sûr pour la détection du CO2, ou par l'utilisation des 5 sens, à savoir le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe, et aussi on peut déterminer les propriétés chimiques d'une substance en utilisant aussi d'autres expériences spécifiques
dont la substance peut-être réagisse ou bien interagisse avec d'autres substances dans des conditions standards de la température de pression, comme bien sûr les réactions de la combustion, soit de charbon, soit de gaz de butane, comme bien sûr qu'on présentera par la suite. Alors, concernant les propriétés physiques, ils décrivent les développements du système physique à un moment précis. Alors, la matière peut être mesurée ou observée sans aucun changement dans ses composantes. Il existe deux types de propriétés physiques de la matière, à savoir les propriétés physiques extensives qui sont variables et dépendent de la quantité de matière ou du volume, c'est-à-dire elles changent avec le changement de la quantité de la matière. Leur mesure change avec les changements de quantité de matière et aussi de la chaleur. En commençant par la propriété physique extensive, la forme, qui exprime bien sûr l'apparence de la substance. Alors, comme bien sûr vous voyez, la forme qui dépend bien sûr de la quantité de la matière. On peut aussi définir la masse, qui est la quantité de matière qui compose un corps, et bien sûr son unité est le gramme. Il est bien sûr mesurable en utilisant une balance, soit une balance de boulevard ou bien une balance numérique qui permet bien sûr de donner directement la masse d'une substance dont on peut poser le récipient. La première fois est déterminer sa masse M1 ou bien de rendre la masse à 0 et après on ajoute la substance dans la récipience, soit on fait la différence entre les deux masses ou bien de lire la masse directement lorsqu'on bien sûr a premièrement à faire le bouton par. Aussi, on peut citer le volume qui est l'espace occupé par une substance dans le vide et il est mesuré en mètres cubes dans le système d'unité internationale. Ce volume, bien sûr, soit déterminé en savant bien sûr les dimensions d'une substance à condition qu'il a une forme géométrique simple comme le cube, que V égale bien sûr la multiplication de trois côtés, C multiplié par C fois C. Aussi pour un cylindre, 6pi, c'est-à-dire 3,14, multiplié par le carré des rayons multiplié par la hauteur. Bien sûr, comme vous voyez, bien sûr, ce sont des formes simples. Ou bien, lorsque, d'une manière générale, la substance ou bien l'objet a une forme quelconque, dans ce cas, on utilise la méthode de déplacement de liquide, إزاحة سائل. Pour cela, on utilise un instrument, à savoir l'éprouvette gradient. Dans un premier temps, on remplit l'éprouvette avec un volume V1 et on lit la valeur de V1 à condition de placer l'oil d'une manière horizontale avec le ménisque du liquide et après
on fait introduire l'objet à condition que cet objet ne contient pas de pores pour que la lecture, bien sûr, soit exacte. Et par la suite, on détermine le volume V2 et finalement, on fait la différence entre les deux volumes et on déduit la valeur du volume. Dans ce cas, comme cet exemple, qui est bien sûr 25 millilitres. Comme j'avais dit, à condition que le solide ne contient bien sûr pas de pores et aussi insoluble dans le liquide. Alors, à cet effet, on peut bien sûr arriver à déterminer le volume d'une substance quelconque. Bien sûr, au titre de vérification, on peut prendre un objet de forme géométrique simple. On peut bien sûr calculer en utilisant bien sûr ces règles dans le tableau et par la suite, on va vérifier bien sûr et de faire la comparaison entre les deux méthodes. Toujours dans les propriétés physiques, passons maintenant aux propriétés intensives. Contrairement aux propriétés extensives, ces propriétés sont constantes et ne dépendent pas de la quantité de matière ou bien sûr ou le volume, tels que la capacité calorifique, la masse volumique, la couleur, etc. Commençons par la couleur, comme nous avons vu bien sûr dans le cours de la lumière. Alors la couleur résulte de l'absorption et la réflexion d'une substance de la lumière avec bien sûr des longueurs d'onde différentes. D'une manière générale, la couleur d'une substance est déterminée par la longueur des ondes qui ne sont pas absorbées, c'est-à-dire les ondes réfléchies, et bien sûr et celles absorbées par nos yeux. C'est-à-dire lorsqu'une substance apparaît rouge, ça veut dire cette substance absorbe toutes les couleurs sauf le rouge. Alors le rouge, bien sûr, est réfléchi et il est absorbé par nos yeux et il apparaît bien sûr rouge. Bien sûr, il existe des substances qui ne peuvent pas absorber la lumière et qui sont bien sûr des substances transparentes, comme nous avons bien sûr vu dans le cours de la lumière. Il y a trois types de ces substances. Bien sûr, les substances translucides et aussi les substances transparentes et les substances opaques. Bien sûr, les substances opaques, c'est-à-dire elles absorbent toute la lumière. Un autre exemple, bien sûr, de ces propriétés intensives, c'est la masse volumique qui représente une grandeur physique qui relie la masse d'une substance avec son volume. Elle est généralement notée par ρ et parfois on trouve mu. Elle est exprimée par la relation que mu égale à ρ égale m sur v. Alors les unités de cette grandeur qui dépend de l'état physique, bien sûr c'est une unité utilisable. Pour les liquides et les solides, souvent on trouve grammes par centimètre cube et pour les gaz c'est grammes par litre. Et dans le système international des unités, bien sûr la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube.
Le tableau représente quelques corps avec bien sûr sa masse volumique. Bien sûr, selon l'état physique, comme vous voyez bien sûr les liquides qui ont bien sûr des masses volumiques avec différentes unités. Comme vous voyez bien sûr, la masse volumique d'une substance liquide est toujours inférieure à celle des solides. Alors, comme vous remarquez bien sûr pour l'eau, qui a une masse volumique de 1 g par centimètre cube, ou bien 1 kg par litre, ça veut dire que 1 litre d'eau, sa masse est de 1 kg. Bien sûr, vous pouvez la vérifier. Pour la glace, il est de l'ordre de 0,917. Ça veut dire que 1 litre de glace donne une masse de 917 grammes. Alors, comme vous voyez, il y a diminution de, bien sûr, de la masse volumique lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Bien sûr, c'est ça, bien sûr, vous pouvez la remarquer lorsqu'on met une bouteille d'eau liquide dans un réfrigérant. Alors, vous pouvez constater qu'il y a augmentation de volume, bien sûr, des bouteilles. C'est pour cela, lorsqu'il y a augmentation de volume, ça veut dire qu'il y a diminution de la masse volumique, en se basant sur la relation mathématique de, bien sûr, de la masse volumique. Il y a une autre notion, bien sûr, qui est en relation avec la masse volumique, et surtout pour les écoles francophones, c'est la densité qui exprime bien sûr la masse volumique d'une substance liquide avec l'eau, et lorsqu'il y a une substance gazeuse, c'est bien sûr par rapport à l'air. Elle est exprimée par les équations. Pour les liquides, c'est le rapport entre la masse volumique d'une substance sur la masse volumique de l'eau, à condition, c'est-à-dire le même volume, et bien sûr on peut tirer que D c'est aussi la masse d'un liquide sur le même volume ou bien la masse du même volume d'eau. La même chose pour un gaz, c'est par rapport à l'air. C'est le rapport entre la masse volumique, ou bien sûr on peut déduire c'est le rapport entre la masse d'un gaz sur la masse de l'air. C'est grâce bien sûr à la valeur de la densité ou bien de la masse volumique, on peut savoir la position d'un liquide par rapport à un autre en comparant bien sûr les masses volumiques. Ça veut dire une substance qui a une masse volumique inférieure, il flotte, c'est-à-dire on le trouve en haut. Et bien sûr, lorsqu'on a plusieurs substances, on peut classer plusieurs phases selon la masse volumique de ces substances. Passons maintenant à une autre propriété physique, à savoir la conductivité électrique. Comme nous avons vu dans le cours de l'électricité, on peut classer bien sûr les matériaux ou bien les substances selon sa capacité de passer, bien sûr, de l'air passer le courant électrique. C'est-à-dire, on peut distinguer les conducteurs et aussi les isolants. Et pour aussi l'état liquide, on s'appelle cette conductivité par la conductivité ionique.
c'est-à-dire aussi que les liquides peuvent conduire l'électricité qui est due le déplacement des ions. C'est pour cela qu'on appelle un liquide qui est capable de conduire l'électricité ou bien le courant électrique, on l'appelle électrolyte. Aussi, on peut trouver bien sûr la propriété de l'attraction magnétique, c'est-à-dire que quelques substances, il peut bien sûr attirer par un aimant, comme le fer, le nickel, etc., en appliquant une force magnétique ou aussi magnétisme. Bien sûr, cette force magnétique, c'est une force fondamentale trouvée aussi dans la nature, comme bien sûr l'électricité et la gravité. Comme bien sûr nous avons déjà vu dans le cours des actions mécaniques, c'est-à-dire l'électricité pour causer une force électrique et aussi la gravité cause un phénomène ou bien une force mécanique, en particulier la gravitation. On parle aussi de la conduction thermique ou transfert de chaleur d'une substance à une autre, c'est-à-dire que ce déplacement se fait d'une manière spontanée, c'est-à-dire attivati, à travers un matériau d'une zone de haute température vers une zone à température plus basse, dans le but d'atteindre ce qu'on appelle l'équilibre thermique. Bien sûr, comme vous savez, il y a des matériaux qui sont conducteurs pour la chaleur, comme bien sûr les métaux, le fer, le zinc, etc., l'aluminium, et bien sûr d'autres substances qui sont moins conducteurs pour la température, comme le plastique, le verre, etc. Alors, qu'en conclusion, en relation avec la connaissance de ces propriétés physiques de la matière, bien sûr, il nous a permis de les exploiter dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine industriel, comme le domaine de construction, et aussi dans les industries lourdes, comme par exemple l'exploitation de l'aluminium dans l'industrie aéronautique, grâce à sa masse volumique basse en comparant avec d'autres métaux. C'est pour cela qu'il est utilisable dans le domaine aéronautique, Tayaran, et aussi le domaine automobile, etc. Plusieurs domaines utilisent ce matériau. Et aussi la connaissance de la capacité du verre ou du plastique, qui bien sûr être malléable et façonné, on peut les exploiter dans l'industrie à usage quotidien, c'est-à-dire la fabrication de quelques récipients, d'utiliser bien sûr pour le revêtement du métaux, bien les fils électriques, parce que ce sont plastiques, c'est un isolant, et aussi d'autres domaines largement utilisés à notre vie quotidienne. Et bien sûr, merci de votre attention et à la prochaine partie de ce cours.